Et maintenant, j'invite à me rejoindre M. Franck Besançon et M. Gilles Duchanois. M. Besançon, vous êtes architecte, vous êtes également enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Vous êtes également président de la commission de coopération scientifique, technique et universitaire de l'association Restaurant Notre-Dame. C'est une grosse carte de visite. Oui, en effet. Et par rapport à votre travail avec l'association Restaurant Notre-Dame, toutes les études que vous avez menées, qu'est-ce que vous a apporté les études faites par les universitaires et les étudiants en relation avec ce chantier? Je suppose qu'il y a énormément d'enseignements à tirer. Alors évidemment, quand on commence à travailler avec des étudiants et à leur confier ce genre de projet, ce n'est pas forcément le résultat qui va nous intéresser, c'est en fait toutes les questions qui vont sortir des études pour pouvoir progresser dans la connaissance du monument. Et on a fait des travaux en appelant plusieurs écoles à venir travailler avec nous. Vous allez le voir tout à l'heure par rapport à la présentation. Donc, voilà, je passe. Où en fait on a 3 phases de travaux. La première phase de travaux va essentiellement se concentrer sur la restauration de la charpente et de la toiture avec la flèche. Ensuite, on va avoir une deuxième phase qui va être des études beaucoup plus précises sur des questions que l'on a sélectionnées, qui sont techniques, et une troisième phase qui sera en fait détaillée tout à l'heure par mon collègue Gilles Duchanois. C'est bon, je continue. Alors, dans cette première phase, c'est des étudiants qui sont en formation initiale, mais en fin de cycle, qui associent en fait architecte et ingénieur. C'est un master un peu particulier où en fait on a un public mixte qui va travailler ensemble. Avec l'association, on a défini très rapidement un programme d'action pour essayer de voir comment on pouvait s'emparer de ce monument. Donc c'est 30 étudiants qui vont plancher pendant 4 mois sur la charpente de Notre-Dame. Ce qu'on constate au départ, c'est que en fait, on pense bien connaître les édifices, mais une fois qu'on recherche des informations, on voit que la connaissance, elle est très éparpillée et que c'est assez difficile de pouvoir avoir des éléments très précis. Alors, derrière cette étude, en fait, il y a plusieurs questions qui vont arriver. Et déjà aussi, parallèlement, on va demander aux étudiants d'aller regarder des cathédrales qui ont subi un peu les mêmes conséquences et voir comment l'histoire a fait qu'elles ont pu être réparées. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de différences de réparation, que ça dépend de beaucoup de critères et de beaucoup de facteurs qui peuvent être économiques, politiques, sociétals. Mais c'est très enrichissant d'essayer de comprendre pourquoi en fait on va dans cette direction-là et comment s'est fait cette restauration. Sachant que tout à l'heure, vous avez vu par Jonathan Truyer que la question de l'incendie a été un point fort parce que ça a déjà dégradé le bâtiment, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Et on s'aperçoit que dans les monuments anciens qui ont été restaurés, on retrouve, ou en tout cas ont été mis en place, des systèmes qui permettent aussi de se prémunir de ce risque où en cas d'incendie, en fait, on puisse le circonscrire assez rapidement. Dans ces études, où les étudiants, on les accompagne, on voit qu'ils vont réfléchir un peu autrement. Alors c'est sûr qu'on va tordre un peu la charte de Venise qui vous a été présentée tout à l'heure, parce que notre rôle, on n'est pas des historiens du patrimoine, on n'est pas des architectes du patrimoine, on les forme à l'architecture et la construction en bois ou à l'ingénierie en bois. Et donc, on va travailler sur ce problème de chantier. Comment on voit ce chantier-là? Comment on va l'approvisionner? Comment ces charpentes peuvent être construites? Parce qu'on avait aussi en tête cet objectif de 2024 et de se dire, voilà, en si peu de temps, comment on fait pour répondre à ces enjeux-là? Monsieur Besançon, dans la question d'approvisionnement du chantier, est-ce qu'il y a des questions spécifiques qui sont ressorties du travail des universitaires? Vous parlez de l'approvisionnement, on sait qu'on a les forêts nécessaires, on sait que nous avons le bois nécessaire. Il y a la question effectivement d'acheminer le bois sur le lieu même de Notre-Dame. Est-ce qu'il y a des pistes qui ont été données? Je ne vais pas revenir sur les trains de bois et le flottage du bois que nous avions dans la Nièvre qui permettaient aux Parisiens d'avoir du bois de chauffage l'hiver. Mais est-ce qu'il y a des questions comme ça se sont posées? Exactement. En fait, tout de suite,
on sait qu'aujourd'hui, Paris, on a connaissance aussi de chantiers contemporains qui ont largement impacté la circulation dans Paris, voire même l'approvisionnement du chantier. Si on prend par exemple dans les années 70 le centre Pompidou, Beaubourg, on voit que tout le chantier a été approvisionné la nuit pour apporter les éléments, et donc ça a des incidences, des conséquences sur les gens qui habitent. Alors que là, on est au pied de la Seine, on a des péniches, donc on s'est dit, il n'y a pas de problème. Et donc des étudiants ont réfléchi à transporter ces charpentes-là, qui pouvaient être déjà en partie préfabriquées dans des ateliers, venir par péniche et être tout de suite montées sur la charpente. Comme s'est posé la question de savoir est-ce que le parvis devient un lieu de fabrication ou d'assemblage des pièces qui pouvaient arriver de droite à gauche par péniche, et on réassemblait pour pouvoir monter ça directement. C'est-à-dire que les questions, c'était est-ce qu'on peut préfabriquer, est-ce qu'on fabrique sur place, c'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu tout ça, sachant que là, vous voyez qu'on s'éloigne un peu des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire que soit on se pose du côté de la restauration à l'identique et de technique à l'identique, où on est du côté du Moyen-Âge, ou alors on apporte un peu des solutions contemporaines, qui fait que pour nous, on s'était mis dans la perspective de faire un chantier qui soit le plus rapide et d'essayer de trouver des méthodes qui puissent en fait répondre à cet engagement-là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que vous pouvez, alors je vous ai mis le site, sur le site de l'association, vous retrouverez les 6 études qui ont été présentées par les étudiants. Il y a des vidéos qui accompagnent ces études-là, les étudiants les expliquent en long et en large. Vous pouvez télécharger aussi les notices de ces projets-là. On voit ici que les questions qui se sont posées, c'était aussi de voir comment sur un édifice qui devient dégradé, on peut reconstruire une charpente qui était très lourde, et est-ce qu'on avait besoin de tout ce bois-là? Donc il y a des solutions qui sont proposées où en fait on a une réduction de certaines fermes pour pouvoir alléger les murs qu'on sentait dégradés suite à l'incendie, et se dire qu'on repartait, on remettait les efforts, on déplaçait les efforts à un autre endroit. Alors, dans les solutions qui ont été proposées, il y a des solutions qui sont contemporaines, certes, et il y en a d'autres qui sont plus proches de l'identique. Sur la deuxième phase, je vais aller très vite, en fait, on va s'intéresser sur des questions spécifiques qui sont l'impact des charges climatiques et gravitaires sur la charpente. Donc là, on a travaillé avec une école allemande qui est partenaire aussi dans le projet. On a aussi travaillé avec 2 écoles, donc vous voyez l'ENSTIB, qui est l'école du bois d'Épinal, et l'ESB, qui est l'école supérieure du bois de Nantes, sont présentes. Et je vais simplement vous présenter, en fait, vous avez vu tout à l'heure que dans l'association, il y a des parrains qui sont sur la culture, l'écologie, et on s'est intéressé justement sur ce volet de l'écologie à regarder aujourd'hui, quand on fait des constructions, on doit commencer à dire quel est l'impact de cette construction-là sur la planète, sur notre environnement. Ici, en fait, on a essayé de regarder en fait quel était l'impact de ce sinistre de la cathédrale en termes d'impact carbone. C'est-à-dire que l'hypothèse que l'on a formulée, c'est de dire, puisque la charpente a brûlé, le CO2 qui était contenu dans le bois, en fait, a été relargué dans l'atmosphère. Et en fait, les études montrent que ça ne se passe pas comme ça. Alors déjà, la première chose, c'est que pour pouvoir modéliser ça et trouver des résultats satisfaisants, il a fallu qu'on revienne sur des documents anciens pour savoir comment on construisait au Moyen-Âge et comment on peut modéliser la fabrication au Moyen-Âge. Alors, ça suppose de savoir comment on fabrique des doloirs, combien de fois on doit les aiguiser, combien de charbon on va consommer pour pouvoir forger ces instruments, pour avoir des résultats. Et en fait, voilà ce qui se passe. Au Moyen-Âge, en fait, on a une énergie qui est uniquement animale et humaine. Donc, pas d'énergie fossile qui sont consommées. On a du bois ou du charbon, certes, mais en fait, ça a très peu d'impact. Et ce que montre cet incendie, c'est qu'en fait, vous voyez sur le premier graphique à gauche, c'est le stockage de carbone que la charpente a conservé. Et ce que vous avez en jaune, c'est la partie de carbone que la charpente a relarguée lors de son incendie. Ce qui veut dire que pendant cette grande durée de 800 ans, la charpente de Notre-Dame a stocké plus de carbone qu'elle en a relargué. Alors pourquoi en fait ça marche comme ça? C'est très simple. C'est simplement du fait que quand on récolte un arbre dans une forêt, il va y avoir une régénérescence ou des replantations qui vont se faire. Et pendant cette grande durée de 800 ans, en fait, il y a beaucoup de bois qui ont été replantés, qui ont été extraits et qui eux-mêmes
ont stocké du carbone. Et ce que vous voyez sur le graphique de droite, cette fois-ci, c'est simplement la même chose, mais vous voyez déjà que la part de carbone jaune, c'est la petite colonne jaune qui est tout à droite qui s'appelle la déconstruction en fin de vie, elle est plus faible, et vous avez une colonne bleue qui n'existe pas sur le premier graphique au Moyen-Âge, et cette colonne bleue, c'est simplement l'incidence de transporter les bois par voie routière, c'est-à-dire avec des camions. Et on voit que là, en termes d'écologie, certes notre société elle fonctionne comme ça, mais ça a révélé des choses où certes, si cette charpente qu'on va reconstruire, elle tient encore plus longtemps que 800 ans, on pourra absorber cette part d'énergie fossile que l'on va mettre dans la cathédrale. Et si ce n'est pas le cas, ça sera plus douloureux pour nous tous. En fait, voilà, c'est ces enseignements-là aussi que l'on s'est tirés parce qu'on s'intéresse à cette charpente, que d'un seul coup, on s'intéresse aussi à nos modes de vie actuels et que ça nous permet d'avancer et de pouvoir prendre position par la suite sur comment on peut aussi mieux restaurer dans le temps, par la suite, nos monuments historiques. Voilà. Maintenant, je vais laisser ma place. Merci infiniment, M. Besançon. On se rend compte que ce chantier a permis de faire naître un travail, notamment universitaire, conséquent, qui n'est pas terminé, je suppose, parce qu'il va évoluer également au fil du chantier. Je vais céder la parole à Gilles Duchanois. Donc, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes professeur-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, membre de la commission scientifique de Restaurant Notre-Dame, et c'est vous qui pilotez le programme scientifique universitaire de l'association. Alors, vous avez, entre autres, j'ai bien entre autres, travaillé sur la question de l'humidité du chêne, parce qu'effectivement, les arbres qui ont été abattus, qui vont servir à la construction de la charpente et de la flèche, alors, cette humidité, au fil du temps, elle va s'atténuer. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur cette construction aussi monumentale ? Voilà, merci, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc je vais essayer de répondre à travers 8 minutes, donc très rapide. Les réponses c'est forcément scientifique, donc je vais essayer quand même d'éviter cette notion scientifique et d'essayer de vous expliquer assez facilement un peu cette problématique. Donc en fait, quand le bois perd son eau, il se rétracte, ça tout le monde le sait, c'est réversible. Et en fait, ce phénomène-là, il est complètement identique à la température sur les matériaux, donc température qu'on a sur les aciers, sur les bétons. Et on voit bien que l'échafaudage a montré que s'il était trop chaud, il s'était déformé et soudé. Donc les forces qui sont mises en œuvre sont très grandes, donc peuvent créer des gros dommages. Et par exemple, sur les bâtiments en béton, on fait des joints de dilatation pour qu'ils ne cassent pas, ou les ponts, on leur met des joints de dilatation aussi. Donc on va essayer de répondre à cette question-là. Et donc le travail universitaire à travers l'association, c'était donc d'essayer de monter des outils qui permettent donc de réagir et donc de dimensionner, de vérifier, d'aider à la décision en temps réel. Vous savez, on l'a assez dit, que retrouver les caractéristiques de la flèche et de la charpente, l'état des assemblages, etc., on avait beaucoup de documents, mais comme c'était brûlé, on avait peu de certitudes. Donc on a imaginé donc, faire un travail de modélisation et de simulation de la réalité possible sur ce genre d'ouvrage, en mettant en place toute notre connaissance scientifique et numérique du moment. Voilà. Donc ça a commencé par choisir des outils qui sont d'ici, des outils qui viennent des États-Unis, où on peut en fait simuler et paramétrer en temps réel les structures, ce qui fait que si des décodes, des géométries ou des assemblages changent, on peut donc les changer très rapidement et en fait avoir tout le processus de simulation et de dimensionnement qui se fait directement en temps réel. Donc voici en fait ces outils. Donc là vous avez par exemple la ferme CERT où on voit tout de suite l'état normal à froid du dimensionnement. Elle était surdimensionnée, le bois travaillait au maximum à même pas 10%, mais en tenant compte uniquement des hypothèses du génie civil bois actuel. Donc là, toute la question maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité de maintenant, qu'est-ce que c'est que notre connaissance et ingénierie bois de maintenant.
Et puis on voit aussi la modélisation qui était faite de la flèche. Donc tout l'ensemble de cette charpente-là est maintenant modélisé, paramétré. Donc s'il y a un changement de cote, tout va fonctionner et tout va bouger en temps réel. Et le calcul qui va suivre derrière. Donc ça, c'est de la géométrie, c'est relativement facile. Le plus difficile, c'était en fait lié au problème des assemblages. Et les assemblages, en fait, ils ont des jeux, ils ont des raideurs. Et en fonction de leur qualité de fabrication, les jeux nécessaires au montage, et s'il y a un problème d'humidité, qui n'existe pas dans la construction au bois contemporaine, parce que la réglementation européenne nous interdit de créer des charpentes humides. Donc ces jeux de retrait peuvent amener en fait des mouvements trop importants, d'une part, donc créer des désordres par exemple de d'étanchéité de toiture. Et un des problèmes aussi, c'est par exemple un exemple d'une poutre sur 3 poteaux. S'il y a un poteau qui est trop court, le poteau ne travaille pas et les 2 autres vont travailler plus que ce qu'on avait imaginé. Donc ce qui fait que ça peut très bien arriver aussi sur un élément de la flèche où la charge va se traduire ailleurs que prévu. Donc tout ça, on a mis tout un programme avec les étudiants d'écoles d'ingénieurs de France, dans plusieurs écoles d'ingénieurs, pour essayer de caractériser et mettre au point ces outils numériques de simulation. Voilà. Alors par rapport à l'eau, alors je ne vais pas rentrer dans le cas scientifique, mais en fait la déformation due à l'humidité, elle dépend principalement de la différence d'humidité. Alors là se pose un vrai souci, c'est l'humidité de départ, c'est-à-dire l'humidité de là où on va créer la poutre de bois. Donc là, pour l'instant, les arbres ont été coupés, commencent à être usinés, mais l'humidité est encore très haute. Donc en fait, elle serait non utilisable actuellement dans le calcul de charpente actuel. Donc on va avoir des bois assez humides qui vont sécher au cours du temps. Donc on a fait des simulations de séchage dans les combles de la charpente en fonction de certains paramètres. On a même essayé de voir si on pouvait l'isoler ou aérer la charpente. Quel est l'intérêt? Est-ce que ça va arranger les choses ou pas? Et en fait, en gros, il faudra plus de 10 ans pour que la charpente se stabilise sèche si on met des bois ressuyés uniquement au niveau de la construction. Donc, qu'est-ce qui va se passer, ces retraits-là? Qu'est-ce qu'ils vont amener comme conséquence, comme désordre? Peut-être, a priori, ça se passera bien parce qu'on l'a fait. Par contre, ce qui nous imposait aussi, c'était savoir est-ce qu'on a encore un taux de sécurité suffisant une fois que ça sera sec. Pourquoi? Parce qu'on a fait toute une étude climatique aussi pour pouvoir prévoir le climat dans 200-300 ans sur Paris, voir quels seront pour les vents qui vont arriver, s'ils vont être multipliés par 2 ou par 4. Si les vents sont multipliés par 2, la pression va être multipliée par 4. Donc tout de suite, on peut avoir des problèmes de tenue si le réchauffement climatique nous amène des vents supérieurs, et ça peut arriver dans 200 ou 300, 400 ans, et donc on veut construire pour 800 ans. Et puis aussi, en fait, voir le comportement sur cette durée. Donc cette déformation-là, elle est nécessaire. Donc les jeux vont être nécessaires, mais s'ils sont trop grands, ça va amener des désordres. Et puis aussi, peut-être, et ça c'est aussi un cas, on peut avoir un réchauffement climatique qui vont que les combles vont être très secs et amener des bois très secs, donc à moins de 7% d'humidité, ça c'est possible, et amener donc des désordres encore beaucoup plus grands de ce qu'il y avait ici. Donc pour ça, il faut donc déterminer les caractéristiques des bois. Donc le chêne est connu d'un point de vue bibliographique. On a plus de références américaines que françaises, mais on a dû refaire des essais de retrait. Donc le retrait, on le voit, on peut le quantifier. Il est très non linéaire, donc ça veut dire qu'on a besoin il y a un effet mémoire. Et puis, en fonction des méthodes de calcul simples ou pas simples, on peut prendre certaines hypothèses et là, on peut en fait tester la validité de ces hypothèses-là. Donc, ce que l'on voit, c'est que le retrait longitudinal dont la filière bois dit qu'il est négligeable, il n'est pas négligeable. C'est du même ordre que les aciers avec la température, les bétons avec la température, et on ne construit pas sans tenir compte des variations d'humidité. Que les retraits transversaux qu'on connaît très bien, qui amènent des gerces de séchage quasi inévitables sur des bois de cœur,
et surtout sur du chêne, ces arches-là, elles existent. Donc si elles ont été créées, c'est qu'en fait ces contraintes ce stress est énorme, parce qu'il amène de la rupture. Donc on voit bien que sur les photos qu'on avait avant de la charpente, le séchage de ces poutres-là avait créé beaucoup de fissures. Alors ces fissures, généralement, elles ne sont pas très graves d'un point de vue mécanique, mais elles s'affaiblissent, elles donnent une perte de raideur. Et puis pour certains éléments, ça peut être aussi une grosse faiblesse. Donc ceci doit être revérifié, parce qu'on a maintenant les moyens de vérifier. Voilà. Et puis donc de continuer. Alors à partir de là, on peut commencer à faire des simulations. Si on ne fait pas attention, si on ne met pas de jeu dans des charpentes, comme imaginons que là, ici c'est la ferme numéro 7, on voit que dans d'autres travail qui n'est même pas 10% dans un chargement classique, normal, naturel, si on ne laisse pas de jeu dans les assemblages, on peut arriver à des taux de travaux qui dépassent la réglementation et en fait vont amener des désordres soit graves, soit des désordres d'étanchéité, parce que c'est souvent ce qui va se produire pour une couverture. Alors il fallait donc caractériser ces assemblages. Les assemblages dans la charpente Notre-Dame et dans la flèche, il y en a beaucoup, énormément, avec des géométries différentes, avec des techniques différentes. Donc on a besoin aussi, d'une part, de déterminer les jeux de montage, les jeux de fabrication, mais ça, la filière depuis des années le savent, les compagnons savent maîtriser ça, ils savent les estimer. Par contre, estimer ces retraits, en fait, on va utiliser des logiciels de maintenant. Là, on prend le CASTEM, qui est un logiciel du CEA, donc de l'énergie atomique, qui permet de modéliser tout ce que l'on veut comme matériaux et toute physique. Donc avec ça, on arrive à tenir compte du comportement assez réaliste des bois. Et par exemple, sur un tenon et une mortaise, on est capable de voir à travers un changement d'humidité comment se déforme le tenon et la mortaise, voir si ça crée des jeux, voir si ça coince, parce que il y a certains, si jamais par exemple le bois n'est pas trop de cœur, si la moelle est un peu décentrée par rapport au tenon, le tenon va tuiler comme un débit d'os, et en fait ce tuilage-là va venir coincer le tenon dans la mortaise. Voilà. Donc en gros, c'est donc le comportement de ce que l'on fait. Donc pour résumer au niveau universitaire, donc au niveau des écoles d'ingénieurs, en fait on a des modèles numériques qui sont finis, au niveau testé et qui fonctionnent, avec un moteur réglementaire. Et puis par contre, il faut maintenant déterminer mieux ce mouvement de bois d'un point de vue physique, parce que les chaînes de France, il faudrait les caractériser, parce que chaque essence est un peu différente. Et puis maintenant, retrouver les géométries et les assemblages que l'on va réellement réaliser de manière à caractériser et quantifier tous ces jeux et ces retraits sur ces assemblages-là, parce que le nombre de paramètres est trop important. Voilà. Et donc il faudra maintenant, à partir d'une décision de géométrie, recaractériser et faire tourner les modèles. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment.